Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Villeneuve, donc je suis directeur du CRIF-PEQ. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue d'où vous soyez. Donc, un grand merci de l'intérêt que vous avez manifesté pour cette conférence avec Mme Salimero. Je vous laisse entre les mains de Mme Sacha Stoloff, qui est professeure au département des sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui va faire une brève présentation de notre conférencière. Je vous souhaite une excellente conférence. Oui, bonjour à tous et à toutes, que vous soyez en synchrone ou en asynchrone. J'ai le plaisir de présenter. Juste vous dire que votre micro s'est fermé, Madame Stoloff. Juste recommencer, s'il vous plaît. Ah, oui, donc ça me fait plaisir de présenter Émilie Salamero, qui est notre conférencière aujourd'hui, sociologue de l'Université de Toulouse 2 et qui s'intéresse à la socialisation professionnelle. C'est un apport intéressant dans la perspective de ce rapport au corps qu'on entend peu parler ou pas assez, et ce rapport au corps sous l'angle de ce support au travail. L'intérêt, c'est de voir que ces projets se multiplient dans différents sites, que ce soit en éducation, dans les PME et dans les agricultures, de par des enquêtes longitudinales. Et ce qui amène la conférence d'aujourd'hui qui va nous présenter aussi la santé de travail, qui est une notion encore nouvelle au Québec. Je vais céder la parole à Émilie Salamero et encore merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Je tiens d'abord à vous remercier donc, pour l'accueil que vous me réservez et d'avoir permis voilà, ce temps d'échange et de présentation. Donc particulièrement Sacha Stoloff qui a organisé tout cela et aussi donc Hélène Meunier et Stéphane Villeneuve pour l'accueil en tout cas et les aspects logistiques, la programmation également. Donc je vais partager mon écran puisque j'ai prévu une enfin en tout cas un support de présentation que je vais vous mettre en diaporama tout de suite. Donc, je tiens aussi à préciser que là, je suis dans un exercice que j'ai peu l'habitude de faire parce que je vais mettre en perspective 3 programmes de recherche. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue, d'en dire assez, tout en laissant la place quand même à la discussion. Et j'insisterai davantage sur l'un des programmes de recherche qui porte sur l'éducation. Donc, juste pour compléter peut-être ma présentation, donc moi, je suis effectivement sociologue à l'Université de Toulouse 3. Je suis spécialisée dans ce qu'on appelle l'étude des dynamiques professionnelles que j'aborde sous plusieurs échelles. Donc, ça peut être les politiques publiques au niveau macro, au niveau méso sur les institutions ou les organisations, aussi au niveau micro sur les trajectoires professionnelles et aussi sur l'incorporation des modalités de socialisation des professionnels que je peux étudier. Dans ce cadre, je m'intéresse, enfin en tout cas, le point commun de différents travaux que je mène est d'accorder une attention particulière à la manière dont le corps constitue le support d'une activité professionnelle. Voilà. Et donc, dans ce cadre, je m'intéresse notamment à des experts du corps. Donc, ça peut être des artistes de cirque, des danseurs, des enseignants d'éducation physique et sportive, des médecins de la santé, enfin du travail, des dirigeants équestres, comme va en parler aujourd'hui, et d'autres. Je ne vais pas tous les citer, mais pas uniquement. Donc, je peux aussi étudier, par exemple, les viticulteurs, dont je vais parler aujourd'hui aussi et prendre en tout cas, regarder particulièrement ou être particulièrement attentive à la au corps au travail notamment. Donc la présentation que je propose aujourd'hui parle effectivement de la question de la santé au travail sous l'angle de ce qu'on appelle la soutenabilité au travail. Donc je vais dans un premier temps juste définir quelques mots-clés qui définissent mon approche. Peut-être elle est nouvelle par rapport au type de travaux peut-être que vous avez l'habitude d'entendre. Ensuite, je vais brièvement présenter 3 programmes de recherche et ensuite me focaliser sur les résultats et leur mise en perspective. Et puis ensuite, on laissera bien entendu un temps de discussion et d'échange. Donc, en guise d'introduction, peut-être la manière dont voilà, cette question de la santé au travail est abordée brièvement en France. Donc, on va dire que la santé au travail bénéficie depuis les années 2000, début des années 2000, d'un foisonnement de travaux qui sont liés pour Bouffartig à un renouvellement de l'intérêt politique autour de la santé au travail,
face à la dégradation des indicateurs concernant la santé au travail en France, les transformations des formes de pénibilité auxquelles sont soumis les travailleurs et également la recomposition du système de santé au travail. Je peux aussi ajouter très rapidement qu'en France, les politiques de santé au travail ont longtemps été adossées à une logique de réparation des maladies et des risques professionnels, mais qu'une prévention primaire des risques a du mal, en tout cas, à pleinement se mettre en place en France. Il existe aujourd'hui des plans de santé au travail et une loi depuis 2021 qui entendent renforcer la prévention au sein des entreprises et aussi décloisonner ce qu'on appelle santé publique et santé au travail. Mais on va dire que c'est un chantier qui est assez nouveau et qui peine en tout cas encore à donner des résultats concrets. Du côté des travaux, notamment en sociologie, on peut dire qu'ils se sont concentrés en France au milieu des années 2000 sur 3 axes principaux selon Bruno: les effets des modes d'organisation et du marché du travail sur la santé, le rôle des identités professionnelles sur les liens santé et travail, et aussi le rôle des relations professionnelles sur la santé. Parallèlement, a émergé aussi une réflexion autour de ce qu'on appelle la soutenabilité au travail, centrée sur l'enjeu de maintien des travailleurs en emploi dans la durée. Cette approche, elle présente selon nous l'intérêt d'articuler ensemble, ou en tout cas de proposer une analyse combinée à la fois des parcours individuels, du couple emploi-travail et aussi de la santé perçue. Donc pour une sociologue, on ne va pas parler de la santé au sens biomédical du terme qui va relever des pathologies, ce n'est pas notre expertise, mais par contre, on va s'intéresser à la manière dont les travailleurs perçoivent leur propre santé et la manière dont ils, en tout cas, en parlent avec leurs propres mots. Donc j'avance dans cette introduction pour définir un certain nombre de termes. Donc premièrement, ce que je vais appeler les pénibilités ou les risques au travail. Donc la pénibilité du travail constitue pour certains auteurs l'un des grands critères du caractère soutenable d'un travail. Par exemple, pour Volkoff, un travail soutenable est censément exempt de contraintes ou nuisances susceptibles de provoquer à terme des pathologies durables, voire irréversibles. Donc, à analyser le caractère soutenable d'un travail implique l'identification des facteurs de pénibilité et des risques professionnels, dont l'analyse est complexifiée par le fait qu'il existe une dimension objective à ces risques et ces pénibilités, mais aussi subjective. Comme le rappellent Fortino et Linhart, les professionnels, leur façon de parler de la pénibilité de leur travail est parfois éloignée des critères objectifs que retiennent les médecins, les épidémiologistes ou les pouvoirs publics. Donc, dans les 2 cas, on retiendra que cette notion de pénibilité et de renvoi au caractère contraignant et éprouvant issu du travail ou de son organisation. Donc, notre manière de procéder va alors consister à considérer la manière dont un individu, un travailleur, envisage un travail soutenable en accordant une attention particulière aux configurations professionnelles dans lesquelles ils peuvent évoluer, dont les formes sont à la fois variées et complexes. Les travaux, effectivement, sur cette question montrent que les manières de considérer, mais aussi de faire pour rendre un travail soutenable, sont extrêmement variées selon les individus qu'on va interroger. Donc, sur cette question de la soutenabilité, on va notamment prendre appui sur un auteur, Nicolas Roux, qui envisage donc 2 dimensions à un travail soutenable. Un travail soutenable, c'est d'abord un travail qui est supportable, c'est-à-dire qui peut être enduré physiquement et mentalement à l'échelle individuelle. Donc, c'est ici que rentre notamment en jeu la question des pénibilités physiques et mentales. Et deuxièmement, un travail est acceptable en fonction des normes et des dispositions que va incorporer un individu au cours de sa socialisation. Donc là, effectivement, il y a un caractère subjectif de cette soutenabilité qui est socialement situé pour un sociologue, c'est-à-dire selon finalement les milieux de vie dans lesquels évoluent les individus. Donc, on va on va prendre en compte la manière dont cette soutenabilité du travail est travaillée par les parcours sociaux, les socialisations individuelles et aussi les configurations organisationnelles, institutionnelles dans lesquelles les travailleurs se trouvent. Donc ici, une citation que je vais de Nicolas Roux. Alors, elle est masquée pour moi par, par les vignettes, mais ce n'est pas très grave, je l'ai sur mon papier. Donc, en résumé, il s'agit de mettre en lumière la façon dont les contraintes et variables objectives
donc je ne vais pas les citer, elles figurent entre parenthèses, s'incarnent dans les trajectoires pour rendre soutenable ou non un travail donné du point de vue des individus concernés. La visée est également compréhensible à la recherche à la fois des causes structurelles et des raisons qui amènent des individus à accepter et à rester dans des emplois parmi les plus usants et à risque pour leur santé. Voilà un peu, en tout cas, pour rapidement qualifier la perspective dans laquelle je vais me situer. Et enfin, dernier temps de cette introduction, c'est ce que je vais appeler le travail de santé. Donc, chercher à rendre un travail soutenable du point de vue des individus entretient des liens étroits avec ce que Dominique Lullier, à la suite de Ansel Strauss, appelle un travail de santé. Donc, ce travail de santé, c'est ce que font les individus pour réguler leur santé. Donc, ça va se situer dans la sphère du travail, mais pas que. Nous, on va la considérer particulièrement, on va considérer ce travail de santé dans la sphère du travail. Donc, pour ce qui est du milieu professionnel, ce travail de santé va viser à transformer les activités de manière en aménageant les rythmes et les horaires de travail, en évitant les tâches les plus éprouvantes physiquement et ou psychiquement, en construisant des stratégies de compensation des altérations fonctionnelles et de la fluctuation aussi des capacités productives, etc., etc. D'accord ? Donc, pour Dominique Lullier, le travail de santé sollicite à la fois un travail sur soi et sur ses milieux de vie, mais nous, on va considérer en tout cas à l'échelle du monde du travail et en finalement croisant ce travail de santé avec la question des parcours individuels, des modes de socialisation qu'ont pu traverser en tout cas les individus et les configurations de travail dans lesquelles ils se situent, pour rappeler en tout cas quelles sont nos approches. Voilà pour en tout cas définir un petit peu les termes que vous allez rencontrer par la suite. Donc, je passe maintenant à la présentation rapide des programmes de recherche sur lesquels je vais appuyer ma réflexion aujourd'hui. Donc, ce sont 3 programmes de recherche récents auxquels j'aurais pu en ajouter d'autres, mais déjà, c'était un petit défi de les combiner. Donc, le premier s'intitule « Du travail soutenable en agriculture durable », qui a été financé par la Mutuelle sociale agricole française et qui a regroupé 10 chercheurs, de sociologues de plusieurs universités françaises. Et donc, il a porté ce programme sur la transformation des conditions de travail dans les exploitations viticoles, entamant une transition agroécologique et de cerner les effets de cette transition sur leur santé. Donc, ça a été mené dans 3 régions françaises. Je passe à la diapo suivante, juste très rapidement. Dans ce cadre de ce programme, il y a eu tout un volet qui a été mené d'entretien auprès des viticulteurs, parallèlement à des salariés et aussi une perspective quantitative que je n'aurai pas le temps de détailler ici. Et donc, dans ce cadre, en tout cas, lors de ces entretiens individuels, on a cherché à documenter les modalités de production, leurs évolutions, les conditions de travail pour les viticulteurs, la perception des effets sur la santé et le travail de cette transition agroécologique et aussi, bien entendu, les parcours biographiques des individus. L'autre programme que je vais évoquer porte plus sur le monde de l'éducation. Il s'intitule CIFRAM, Scolarisation du yoga, formation et rapport au métier d'enseignant. C'est un programme qui a été mené entre 2019 et 2022 et financé par la Maison des sciences de l'homme et de la société de Toulouse en partenariat avec une association qui s'intitule Recherche sur le yoga en éducation qui promeut le yoga en éducation en France. Il est en quelque sorte poursuivi, ce programme de recherche aujourd'hui, par un autre programme de recherche collaborative qui s'intéresse aux usages du yoga chez les enseignants du lycée et notamment à la perception qu'en ont les élèves et en tout cas les formes d'appropriation de cette nouvelle discipline scolaire qu'est le yoga en éducation physique et sportive. Donc, j'aurai peu le temps d'en parler, si ce n'est dans la phase des questions peut-être. Donc, pardon. Je ne sais pas comment passer. Ça, c'était... Excusez-moi. Alors, juste, je vais passer cette diapo, voilà, pour pas qu'elle... Voilà. Donc, dans le cadre de ce programme CIFRAM, on a pu interroger 50 acteurs, que ce soit des responsables institutionnels au niveau de l'éducation nationale et de l'association RI notamment, dont je parlais tout à l'heure, des enseignants et aussi d'autres personnels éducatifs et également des enseignants privés de yoga qui peuvent venir aussi faire des sessions de yoga dans le milieu scolaire. Donc, les entretiens ont évoqué les contextes de travail, que ce soit au niveau primaire,
dans le milieu secondaire et aussi les caractéristiques des publics et des établissements, les parcours biographiques et professionnels de nos enquêtés et les pratiques, bien entendu, développées en matière de yoga, auprès de quel public, avec quelle perception des effets, avec quels objectifs également, ce dont je vais, en tout cas, un certain nombre de points que je vais aborder tout à l'heure. Parallèlement, il y a eu aussi un questionnaire qui a été administré auprès des adhérents de l'association RIE et aussi des observations de sessions de formation et des séances scolaires dédiées au yoga. Enfin, le dernier programme que je vais évoquer, et peut-être moins en profondeur que les deux autres, faute de temps, c'est un programme de recherche qui s'intéresse au métier de dirigeant de structure équestre, qui est mené depuis 2017 et financé par l'Institut français du cheval et de l'équitation en France, qui a mobilisé aussi cinq chercheurs, renforcé depuis peu par un doctorant qui travaille justement sur la soutenabilité physique et psychique des moniteurs d'équitation. Donc voilà, 57 entretiens menés dans plusieurs régions avec l'ajout aussi de séquences ethnographiques, c'est-à-dire d'observations in situ pour bien comprendre la réalité des conditions de travail et aussi les temporalités du travail qui sont assez spécifiques dans ce secteur-là. Voilà rapidement pour ces 3 programmes de recherche. Donc je vais passer aux résultats, en tout cas à la partie résultats. Tout d'abord sur la question du travail endurable, puisque vous vous souvenez, sur la question du travail soutenable, il y a est-ce qu'il est endurable et ensuite acceptable. Donc sur le premier programme dont j'ai parlé, donc du travail soutenable en viticulture agroécologique, juste quelques éléments de contexte très rapidement. En France, les agriculteurs, enfin mener aujourd'hui le travail d'agriculteur ou être agriculteur est complexifié par plusieurs éléments. Donc il rencontre des difficultés croissantes, ce qui peut conduire à un certain nombre de souffrances qui sont bien relevées aujourd'hui dans la revue littérature. Donc c'est voilà, un métier qui pose question à plusieurs niveaux. Et parallèlement, la population des agriculteurs aussi est confrontée à des injonctions, on va dire, notamment politiques et médiatiques, à modifier leurs pratiques, notamment à les modifier par des modes de culture qui seraient davantage écologiques. Donc la question qu'on s'est posée, c'est dans ce contexte, comment effectivement est-il possible pour cette population, en tout cas du point de vue des viticulteurs, comment il est possible de tenir ensemble respect environnemental, pérennité économique des entreprises qui sont fragiles et qualité de l'emploi et du travail, notamment sur la question de la santé. Donc les données qu'on a récoltées, donc qui sont plutôt là qualitatives, je vais vous présenter le volet qualitatif à chaque fois des enquêtes, révèlent effectivement une certaine ambivalence sur la question de la soutenabilité du travail. D'une part, on remarque que ces travailleurs expriment un plus grand plaisir en transition agroécologique à travailler, lié notamment à la perception d'un environnement qui est rendu plus riche, plus vivant, via les nouveaux modes de culture. Donc là, je vous ai mis plusieurs extraits que je ne vais pas tout commenter, mais ces propos soulignent bien effectivement que l'association entre qualité de l'environnement de travail, ici notamment les terres qui sont exploitées, et qualité de travail, et renvoie donc à la dimension symbolique des changements agroécologiques qui vont venir aussi impacter la perception d'autres pénibilités qui vont s'ajouter en tout cas lors de la transition. Donc, effectivement, les entretiens soulignent que cette transition agroécologique augmente considérablement la charge de travail, notamment avec plusieurs éléments qui vont venir en tout cas renforcer cette charge de travail. Premièrement, le travail manuel. Alors, excusez-moi, du coup, je vais très vite sur les résultats, mais s'il y a besoin, effectivement, de détailler un peu plus ou de rendre concret ce que c'est que la viticulture, on pourra le faire lors de la phase des échanges. Donc, le travail manuel, notamment dans les vignes, il est renforcé en agriculture agroécologique, notamment du fait que finalement, c'est le travail mécanique de désherbage qui va remplacer le travail, enfin en tout cas le désherbage chimique. Donc il y a beaucoup plus de travail de la terre mécanique et éventuellement manuel, puisqu'il n'est pas toujours possible de passer entre les vignes avec un engin mécanisé. Et donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que les structures, en tout cas, ne sont pas toujours à même de recourir au travail salarié. Donc, ce sont souvent les viticulteurs exploitants
qui prennent en charge cette main-d'œuvre en tout cas qui est plus importante, plus conséquente, notamment donc, sur l'agriculture biologique, la haute valeur environnementale, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, et aussi sur la biodynamie. Et donc, ce qui peut engendrer à la fois de la fatigue, mais aussi potentiellement des troubles musculo-squelettiques qui, effectivement, sont rendus a priori plus fréquentes avec ce type d'agriculture. Cette charge de travail supplémentaire, elle n'est pas toujours vécue comme pénible, paradoxalement, surtout quand elle est comparée à du travail mécanisé, où les risques sont rendus plus visibles, plus directement visibles, notamment en termes d'accidentologie, et aussi en fonction des activités antérieures qui étaient menées. Deuxième chose, ce qu'on constate aussi dans les entretiens, c'est une augmentation du travail administratif qui est relativement marquée et qui là paraît particulièrement pénible dans les propos. Donc par exemple, une nouvelle certification de haute valeur environnementale, qui est une certification française, passe par le montage de dossiers, passe par la traçabilité de tous les produits phytosanitaires. Donc les agriculteurs doivent effectivement, ont plus de travail administratif à fournir et ce qui, en tout cas, rend pénible leur travail. Donc le tournant environnemental de la politique agricole française, elle passe aussi, en tout cas, elle s'accompagne d'un phénomène de bureaucratisation qui est source, effectivement, d'usure mentale du point de vue des agriculteurs. Ça a été déjà, en tout cas, conforté dans d'autres travaux. Autre chose qu'on a pu souligner, c'est un rythme de travail modifié par cette transition agroécologique. Il y a une fréquence de traitement qui est plus importante puisque les traitements sont moins dosés et sont plus tracés. Donc, ça engendre aussi une astreinte plus importante sur l'exploitation et une surveillance des maladies quotidiennes pour être proactif, pour pouvoir en tout cas enrayer éventuellement l'apparition de maladies. Donc, la modification des modes de traitement augmente aussi les effets des aléas climatiques sur les cultures auxquels sont davantage soumis les viticulteurs en agriculture agroécologique. Et donc, on perçoit ici qu'il y a plusieurs éléments qui vont venir renforcer l'incertitude à laquelle sont soumis ces viticulteurs, créant des inquiétudes plus ou moins sourdes. Il y a une autre source d'inquiétude aussi qui est d'ordre financier, puisque la transition agroécologique a un coût, a un investissement, nécessite un investissement, et que le retour sur investissement, il peut être différé et il n'est pas garanti. Donc effectivement, cet ensemble, elle accroît en tout cas la pression faite sur les viticulteurs. Donc on peut dire, au regard de ces premiers résultats, qu'ils font face à une sorte de vulnérabilisation. Les viticulteurs sont rendus plus vulnérables en agriculture agroécologique. Et ici, on renvoie à la définition qu'ont proposée un certain nombre d'auteurs, c'est-à-dire le renforcement, un processus les rendant plus vulnérables dans le sens d'un renforcement des effets délétères sur leur santé. En revanche, ce qu'on peut constater aussi, c'est que ce mécanisme de vulnérabilisation en transition agroécologique, il est souvent euphémisé par les agriculteurs eux-mêmes, notamment par rapport à ce que j'ai dit tout au début, c'est-à-dire que cette transition, elle est quand même vécue positivement globalement. Il y a un certain, du point de vue des agriculteurs, mais aussi du point de vue politique et médiatique. Donc souvent, leur tracas quotidien sont euphémisés par rapport à ce changement plus global qui est vécu, en tout cas, positivement. Et on le verra chez d'autres catégories peut-être d'agriculteurs. Ce qu'on peut aussi souligner dans nos résultats, c'est que cette vulnérabilisation, elle agit, enfin en tout cas, tous les agriculteurs ne sont pas exposés de la même manière à cette vulnérabilité, à ce processus de vulnérabilisation. Premièrement, une étude de cas auprès d'une cave coopérative montre que des ressources collectives peuvent jouer, en tout cas faire tampon par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer ces agriculteurs, notamment lorsqu'il y a des salariés spécialisés qui vont venir prendre en charge tous les aspects administratifs de conseil liés notamment au changement, à la reconnaissance, par exemple, d'une certification en haute valeur environnementale, par exemple. Donc ça, c'est un résultat important. Deuxièmement, effectivement, on constate aussi à des risques sanitaires et à des pénibilités qui vont être différenciés selon hommes et femmes. Je n'aurai pas le temps d'aller plus loin, mais aussi selon salariés et exploitants.
et aussi selon les caractéristiques individuelles, si les personnes sont héritiers de familles d'agriculteurs, s'ils disposent en tout cas de capitaux économiques et culturels qui vont aussi peut-être venir, en tout cas, atténuer cette vulnérabilisation. Donc, on pourra peut-être revenir là-dessus ultérieurement. Donc, voilà pour les résultats côté viticulteurs en phase de transition agroécologique. Donc, je vais parler maintenant du programme CIFRAM et notamment sur le caractère endurable ou non du métier d'enseignant en France. Juste quelques éléments aussi de contexte, même sans doute si ça vous est plus familier. Donc, on peut dire que le secteur éducatif en France est favorable aux pratiques dites de bien-être, comme le yoga, qui aujourd'hui est valable au baccalauréat, hein, ce qui n'était pas le cas avant 2019. Toutefois, ni la formation continue ni la formation initiale permet à ce jour à ces enseignants d'être formés à cette activité. Il faut aussi souligner qu'en France, jusqu'à très récemment, le ministère de l'Éducation nationale et les instances officielles étaient réticentes à cette activité, extrêmement réticentes à cette activité, perçue comme non laïque du point de vue de ses origines, et aussi susceptible d'entraîner des dérives sectaires. Il existe toujours en France un organe étatique de surveillance des dérives sectaires qui pointe justement nombre de signalements dans la société civile autour des pratiques de yoga et de méditation. Donc, cette activité, elle est quand même très, en tout cas, contrôlée en France. Enfin, surveillée, on va dire. Pas vraiment contrôlée, mais surveillée. Donc, le secteur éducatif a longtemps resté en marge, en tout cas, de cette activité pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, c'est dans ce contexte que le programme de recherche-là a effectivement voulu quand même étudier, néanmoins, le développement de ces pratiques dans le secteur scolaire et en interrogeant finalement les initiatives qu'en avaient les enseignants eux-mêmes, au-delà de l'encouragement officiel qui est très, très récent. Alors, la question de la soutenabilité, elle n'était pas inscrite à l'origine du programme, du métier d'enseignant, mais s'est révélée centrale au cours des entretiens qu'on a menés auprès des éducateurs qu'on a rencontrés, puisque l'essentiel des témoignages récoltés est venu rendre compte de la manière dont la pratique du yoga pour soi, donc pour les enseignants d'abord, est venue répondre à des épreuves professionnelles, et aussi privées, et à accompagner une transition professionnelle. Alors, dans le cas des enseignants, on va le voir, c'est une transition via des ajustements du travail. Et dans le cas des professeurs privés de yoga, c'est une transition via une bifurcation. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, ce travail a aussi soulevé l'importance de prendre en compte le hors-travail dans l'analyse de celui-ci et plus largement des parcours professionnels. Hop. Alors, autre élément aussi de contexte, ce programme CIFRAM a soulevé un certain nombre de pénibilités vécues par les enseignants, plutôt en creux, puisque nombre d'entre eux nous avaient finalement exposé d'importants questionnements sur la poursuite de leur métier d'enseignant avant d'introduire le yoga. Donc, les pénibilités ici qui étaient évoquées relèvent de conflits avec les publics encadrés, avec les collègues, avec la hiérarchie de l'éducation nationale, avec aussi renvoi à l'absence de reconnaissance professionnelle et aussi des dissonances entre valeurs professionnelles dominantes et valeurs personnelles, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, ces pénibilités sont source de réelles difficultés, à la fois chez nos enquêtés, mais aussi sont bien renseignées par la revue de littérature. Il y a un certain nombre de travaux effectivement qui pointent des difficultés que vous voyez ici sur le diaporama et qui renvoient plus largement à ce que certains appellent le malaise enseignant en France. Je crois que c'est aussi des questions qui sont partagées chez vous, mais en tout cas, c'est relativement prégnant en France, ça pose d'importantes difficultés. Donc, l'enquête, elle n'a pas, on va plutôt insister dans les résultats sur la manière dont ces éducateurs font néanmoins pour faire face à ces pénibilités, notamment parce qu'on a appelé tout à l'heure le travail de santé. Donc, je fais un point sur le timing, 24 minutes, pour savoir où c'est que je m'arrête. Donc, peut-être, je vais exposer les résultats sur la question des pénibilités avant sur les dirigeants de structures équestres, et après, je passerai au travail de santé chez les enseignants notamment. Donc, quelques éléments aussi de contexte sur ce métier de dirigeant de structure équestre, qui sont souvent aussi des moniteurs d'éducation, ils ont souvent double casquette. Donc, en France, les dirigeants de structure équestre dirigent des
des entreprises agricoles. Ils ont le statut d'agriculteur. Donc, c'est une autre catégorie d'agriculteurs parallèle aux viticulteurs que j'ai présenté tout à l'heure. Et les établissements qu'ils pilotent sont en grande partie des entreprises privées à l'économie fragile. Donc, 82% des dirigeants équestres sont en situation d'auto-emploi ou emploi de salariés maximum, donc ce qu'on appelle en France des très petites entreprises agricoles. Donc, c'est un domaine qui est structuré de façon très différente d'autres loisirs sportifs en France qui bénéficient souvent d'installations publiques, des gymnases, des piscines, etc., etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les infrastructures sont d'origine privée. Par ailleurs, l'enseignement équestre s'est énormément démocratisé en France jusqu'à devenir la deuxième puis la troisième fédération en termes de nombre de licenciés. Donc, on fait face effectivement à une massification très importante et aussi à une concurrence renforcée entre ces établissements équestres qui sont privés. Alors, du point de vue des résultats sur la pénibilité, les travaux qu'on mène depuis 2017 révèlent combien ce métier est fait de rudesse et difficile à assumer et pose vraiment la question des moyens qu'ont les dirigeants finalement pour tenir malgré tout dans ce secteur d'activité et dans leur métier. Comme les viticulteurs tout à l'heure, ces dirigeants font face à un certain nombre d'incertitudes multiples qui sont plus importantes que pour les viticulteurs peut-être. Premièrement, la gestion d'animaux imprévisibles et relativement fragiles qui peuvent souvent faire face à des maladies. Deuxièmement, au risque d'accident chez les travailleurs et aussi chez les cavaliers. Et ensuite, ils font face aussi à des incertitudes économiques dues à la fragilité ou à la vulnérabilité de leur entreprise. Donc, ces dirigeants font face à un certain nombre de pressions, déjà mentales, mais aussi temporelles. Ils ont peu le temps, en tout cas, ils sont soumis à ces multiples incertitudes et ils ont souvent l'impression d'être surmenés là, et d'avoir une forte responsabilité, comme les différents extraits que vous avez en témoignent. Autre source de pénibilité, c'est la question de la gestion de la clientèle, qui est exigeante et volatile, et aussi du personnel. Donc, cette gestion-là, dans les discours, apparaît particulièrement pénible, ce qui amène certains dirigeants à se passer d'une partie de la clientèle, donc à sélectionner la clientèle, à restreindre leur offre, et aussi à se passer, pourquoi pas, de salariés, et donc d'assumer eux-mêmes une charge de travail supplémentaire, et donc aussi, en tout cas, de restreindre leur activité. Autre élément aussi notable, c'est la charge de travail à laquelle font face ces travailleurs. Ils assument des tâches agricoles, ils peuvent faire des fenaisons, ils assument les tâches d'entretien de leur structure, ils assument les soins quotidiens des équidés, l'accueil de la clientèle, souvent l'encadrement de l'équitation, enfin en tout cas des cours d'équitation, pardon, le management de la structure, plus ou moins bien formalisé, vous vous en doutez, etc. etc. Donc ces travailleurs se définissent eux-mêmes comme multicasquettes, multitâches, et cette diversité des tâches, elle vient renforcer l'intensité de leur travail. Autre point aussi, c'est que leur rythme est relativement spécifique. Ils travaillent sur des temps inversés par rapport aux temps sociaux, ce qui entraîne des difficultés aussi d'articulation vie professionnelle et vie familiale, notamment pour les femmes. C'est un milieu qui est très féminisé. Il y a aussi une absence de relâche liée à la surveillance des équidés, à la gestion de la structure qui nécessite en tout cas une présence en continu. Donc effectivement, il y a peu de possibilités de relâcher à la fois physiquement et mentalement. Et donc ces travailleurs font face à la fois à une extensification du travail, c'est-à-dire en dehors du temps de travail en tout cas, et aussi une intensification qui est là aussi paradoxalement tempérée dans les discours, notamment par le registre de la passion qui effectivement a façonné leur entrée dans le métier. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez Christian qui dit, ben voilà, je commence tous les jours à 6 heures, je n'ai pas pris de vacances depuis 10 ans, mais je suis quand même un privilégié parce que je vis de ma passion. Donc ça c'est très, très fréquent. Bon, on peut rajouter à ce portrait qui est déjà pas très encourageant des risques d'accident pour soi et pour autrui très marqués. C'est le deuxième secteur le plus accidentogène en agriculture après l'exploitation du bois, lié donc aux engins mécanisés, à la manipulation des chevaux et à aussi une usure corporelle précoce qui est liée aussi à toutes ces activités manuelles de type agricole et là aussi souvent
euphéminisé à la fois par ce registre vocationnel et aussi par la socialisation agricole qu'ont souvent, en tout cas, vécu ces travailleurs. Donc, je vais passer maintenant au dernier point des résultats sur le travail de santé, c'est-à-dire quelles possibilités, malgré tout, malgré toutes ces pénibilités que rencontrent. Alors, c'est aussi un effet de présentation, c'est-à-dire qu'on les interroge sur les pénibilités, qui ne sont pas forcément toujours, en tout cas, très explicitées, facilement explicitées pour les raisons que j'ai évoquées. Mais en tout cas, malgré tout, comment font-ils, hein, quel travail de santé mènent-ils pour rester et endurer leur métier? Donc, je vais m'attarder ici avant tout sur le programme, sur les enseignants et notamment sur ceux qui mobilisent le yoga dans le contexte éducatif. Donc, chez les éducateurs interrogés, le travail de santé via le yoga, vous l'avez compris, vise en premier lieu la dimension relationnelle de leur travail, qui est source de pénibilité lorsqu'elle est dégradée. Donc, via la recherche de la modification des comportements individuels et collectifs qui apparaissent comme une condition du métier endurable, enfin d'un travail endurable, pardon. Dans un second temps, on le verra, le travail de santé cherche aussi à venir accorder les pratiques professionnelles avec les valeurs personnelles qui sont défendues et qui peuvent être à la marge des valeurs professionnelles dominantes. Donc, le yoga comme outil de transformation des comportements vise d'abord l'enseignant lui-même. Du côté de l'enseignant, les techniques de yoga, donc respirer, faire une pause et respirer, instaurer des espaces de retour sur soi, prendre le temps avant ou après un cours, mener une séance de tapis avant la classe, que ce soit chez soi ou aller dans son bureau si on en a un, participe à ce que O'Shield appelle un travail émotionnel en profondeur, c'est-à-dire un mécanisme ou un acte par lequel on essaie de changer le degré ou la qualité d'une émotion, je vais y arriver, ou d'un sentiment. Comme le rappelle Aurélie Janté, l'une des spécificités des métiers qui s'effectuent au contact d'un public est que le travail émotionnel constitue une part essentielle, fondamentale du travail prescrit comme réel. Et le travail sur ces émotions ne se limite pas à la journée de travail, elle déborde souvent sur le hors-travail. Et c'est exactement là ce qu'on a pu constater chez ces enseignants qui mobilisent le yoga à l'école et en dehors de l'école pour agir en tout cas sur leur travail. Donc les enseignantes, qui sont avant tout des enseignantes rencontrées, entendent avant tout agir sur les émotions qui sont générées au contact de leur public, mais aussi de leurs collègues, de leur hiérarchie, éventuellement des parents des élèves, vécues comme éprouvantes lorsqu'elles sont conflictuelles. Donc là, vous avez un certain nombre d'extraits d'entretien qui montrent effectivement comment ces émotions générées rendent rendre inconfortable le travail, le métier. Et il s'agit effectivement, via le yoga et ces techniques, d'éviter, voire de contrôler certains comportements et émotions, donc d'éviter de crier, d'éviter de s'énerver, d'éviter de sortir de soi, donc créer des soupapes pour relâcher la pression émotionnelle et ainsi permettre aussi un temps de réflexivité par rapport à la situation qu'on vient de vivre. Ces deux conditions, relâcher les émotions, enfin en tout cas diminuer la tension émotionnelle et la réflexivité sont vécues comme les deux conditions d'une posture éducative plus juste et sont souvent, effectivement, dans un certain nombre de métiers, marques de professionnalité. Je n'aurai pas le temps d'approfondir sur les différentes dimensions de ce travail émotionnel. Donc, du côté, pareil, le yoga va aussi agir sur la modification des comportements chez les élèves. En tout cas, c'est aussi dans cette recherche-là que les enseignants vont le mobiliser. Donc, les éducateurs font aussi l'hypothèse que le yoga, tel qu'il a agi pour eux, va produire un effet équivalent chez les élèves. Et ils vont aussi mobiliser le yoga auprès des élèves pour modifier leur comportement, voire le normaliser, comme l'avait déjà souligné une enquête exploratoire de Garcia et Hall. Les propos recueillis confirment bien qu'il s'agit de favoriser l'écoute des élèves, leur concentration, la gestion de leurs émotions et agir aussi sur le climat de classe et le vivre ensemble et gérer l'agitation. Donc, ça peut être lors de rituels d'entrée en classe, ça peut être en séance de motricité. Donc, il y a différentes modalités, et effectivement. Donc, c'est à cette condition que les enseignants peuvent se concentrer sur leurs tâches telles qu'elles sont définies institutionnellement par l'institution. D'accord ? Donc, modifier le comportement des élèves, finalement, permet de favoriser, de renforcer les missions des enseignants, en tout cas, telles qu'ils se le conçoivent. On constate aussi que ce travail
émotionnel, il est genré, puisque effectivement, ce sont avant tout des enseignantes qui mobilisent le yoga dans le secteur éducatif à cette fin de travail émotionnel. Bon, c'est effectivement Suarez avait déjà aussi noté effectivement que ce travail émotionnel était effectivement genré et que c'est souvent les femmes qui ont à gérer, canaliser les émotions en société et sont aussi encouragées à le faire pour elles-mêmes. Deuxième manière dont le yoga va agir sur le métier, c'est renouveler le sens du métier, puisque ce sont des enseignants qui sont en questionnement sur le sens de leur métier, sur la manière dont ils étaient amenés à le réaliser. Donc, ça va aussi agir sur ce qui paraît acceptable, inacceptable au travail, et donc sur ce sens au travail. Donc, s'investir dans le yoga, avant en tout cas de mobiliser le yoga dans la sphère professionnelle, tous les éducateurs étaient se questionnaient par rapport aux injonctions institutionnelles, par rapport à la conformité ou non de ces injonctions institutionnelles. Et ces mises en doute, finalement, ces questionnements renvoient à ce que Brougère et Bézil appellent l'ordre scolaire, c'est-à-dire qui désigne à la fois les programmes, la hiérarchie des savoirs, les modalités d'évaluation, qui sont jugés par ces enseignants peu à l'écoute et pas toujours bienveillants vis-à-vis des élèves et de leur individualité. Donc effectivement, ces questionnements, ils renvoient à la culture professionnelle dominante, en tout cas telle que se le conçoivent ces éducateurs en France, qui n'étaient pas accordés à leurs propres valeurs individuelles. Donc, via le yoga, les éducateurs et les éducatrices qu'on a interrogés disent ajuster leurs propositions pédagogiques dans un premier temps hors, on va dire, cadre institutionnel pour travailler en accord avec leurs propres valeurs selon différents axes. Premièrement, il s'agit, via le yoga, de proposer un travail sur le corps, de passer par le corps dans une institution scolaire en France qui fait peu de place au corps, où il est traditionnellement redressé pour finalement mettre pour mettre les élèves au travail. Donc, via le yoga, effectivement, on mobilise le travail autrement qu'habituellement en classe. Deuxièmement, il s'agit aussi de favoriser une activité à distance en tout cas de visée performative, à distance de la compétition scolaire. Et donc, effectivement, cette compétition scolaire est souvent critiquée par les éducateurs qu'on a rencontrés. Et le yoga proposerait une activité qui est moins normée, dans laquelle les élèves se situeraient par rapport à eux-mêmes et non pas par rapport à, en tout cas, une évaluation quantifiée, ni par rapport à autrui. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point aussi, le yoga permettrait, selon ces éducateurs, d'accorder davantage de place à la singularité des élèves, permettrait une découverte de soi pour les élèves. Donc, là aussi, permettrait une individualisation de la relation pédagogique qui en tout cas, fait défaut, selon ces éducateurs, dans l'enseignement classique en France, et donc qui serait ici renforcé, ou en tout cas rendu possible. Il y a d'autres manières aussi, en tout cas les éducateurs, au-delà de ce qu'on vient de présenter, disent aussi que le yoga leur a permis de renouveler leur rapport au temps de travail. Et donc vont aussi venir ajuster les horaires de travail, souvent vont venir travailler en temps partiel, et aussi s'investir paradoxalement dans des projets qui ne sont pas rémunérés et qui ne sont pas comptabilisés dans leur travail. Donc via le yoga, il y a aussi, en tout cas pour eux-mêmes, il y a aussi tout un renouvellement de la temporalité du travail qui est aussi mené et sur lesquels je ne vais pas pouvoir forcément apporter davantage de précision. Donc finalement, ce que montrent ces résultats, c'est que ces éducateurs qui étaient pensés à un moment donné en marge des programmes officiels, de la pédagogie dominante, en tout cas en France, ils sont plutôt aujourd'hui repérés par les inspecteurs comme des entrepreneurs de changement, comme des accélérateurs de changement par rapport justement aux derniers textes qui sont parus, qui placent le yoga, en tout cas, dans les programmes d'éducation physique et sportive. Donc, je ne vais pas avoir le temps de détailler ce travail de santé du côté des dirigeants d'entreprises équestres. Je pourrais y revenir éventuellement par la suite.
Donc, ce que montrent en tout cas ces différents résultats, même si je ne vous ai pas exposé l'ensemble, c'est que premièrement, on voit que les facteurs de pénibilité, ils vont être différenciés hein, tout de même entre des activités de service et des activités de production, même si les dirigeants de petites structures, par exemple, ou les viticulteurs vont se placer parfois à l'interface enfin, en tout cas, vont combiner plusieurs formes de pénibilité. Deuxièmement, effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que, finalement, pas trop parce que j'ai pas pu, j'ai sauté cette partie, mais ce que je peux vous dire, c'est que, par ailleurs, la division du travail va agir énormément sur la pénibilité, sur le déplacement des pénibilités. Alors que cette division du travail, elle soit formelle, c'est-à-dire entre, par exemple, employeurs et salariés, du côté des dirigeants de structure et caisse, mais aussi non formelle. Parfois, on va aussi appeler par exemple, les cavaliers vont être mobilisés aussi pour nettoyer les box. Bon, bref, ce qui va venir soulager, par exemple, les dirigeants de ce travail, en tout cas qui est peu valorisé, de nettoyage. Donc, cette division du travail, elle est assez centrale chez certains travailleurs pour mener ce travail de santé. Et donc, on a une division du travail qui est à la fois statutaire, mais aussi sexuée, qui est aussi peu souvent favorable aux femmes. Je pourrais détailler ça notamment du point de vue des dirigeants de structure et caisse si besoin. Ce qu'on peut aussi dire d'après ce qu'on a évoqué, c'est que la prise en compte des pénibilités, elle ne peut pas se passer de l'analyse des valeurs, qu'elles soient collectives, c'est-à-dire à l'échelle des cultures professionnelles et aussi individuelles, hein, comme on l'a vu par rapport aux éducateurs, notamment dans des métiers qui sont caractérisés par le registre de la vocation, qui sont assez nombreux parmi ceux que j'étudie. Deuxièmement, autre chose aussi, mais je n'ai pas pu l'exposer, les configurations organisationnelles. Donc ça, c'est plus le volet dirigeant de structure et qu'est-ce que je n'ai pas exposé là sur la dernière partie. Effectivement, les configurations organisationnelles vont beaucoup agir sur les possibles en matière de santé au travail. Notamment, il y a des spécificités sur les très petites entreprises qui ont moins, en tout cas, de latitude pour mener ce travail de santé. Du point de vue de ce travail de santé, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y a des dimensions, enfin, en tout cas, il va se décliner selon des dimensions matérielles. Donc ça, c'est plutôt sur les dirigeants de structure équestre et aussi sur les viticulteurs. Sur des dimensions temporelles, on va essayer d'agir sur la temporalité du travail et aussi sur la dimension humaine. Donc chez l'éducateur, le travail émotionnel renvoie notamment à cette dimension humaine. Les données, globalement, renvoient aussi à un processus d'individualisation du travail de santé. C'est pour ça que j'ai interrogé aussi ce travail de santé à l'échelle individuelle, puisque finalement, on remarque que dans ces secteurs que j'ai balayés, il n'y a pas de ressources collectives pour le travail de santé, très peu en tout cas. Et surtout, quand elles existent, elles ne sont pas, les travailleurs ne s'en emparent pas, ce qui pose question. Donc effectivement, ça renvoie plus globalement à un processus d'individualisation des pratiques de soutenabilité au travail et plus largement de travail de santé, dans lesquels, effectivement, le poids des caractéristiques individuelles, niveau diplôme notamment, hein, le capital symbolique aussi dont bénéficient les individus, les travailleurs, va venir jouer énormément. Autre chose qu'on a pu voir ou évoquer, c'est que les cultures professionnelles vont favoriser un mécanisme de féminisation de ces problématiques de santé, voire même d'invisibilisation des problématiques de santé. Et dans ce contexte, il n'est pas toujours évident en tout cas d'agir sur les pratiques des travailleurs. Enfin, dernier point, finalement, on a pu aussi constater que des changements politiques ou institutionnels vont pouvoir finalement venir renforcer le mécanisme de vulnérabilisation des individus, notamment du point de vue de leur santé, notamment quand ils font face à des transitions importantes qui ne sont pas accompagnées. D'accord? Et c'est là en tout cas la plupart des situations qu'on a rencontrées. Donc la piste encourageante néanmoins est fournie par ce cas des CAF coopératives qui peuvent mettre à disposition des salariés pour encourager des changements, mais en les soutenant, en tout cas en les accompagnant. Voilà. Je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention et je vous propose effectivement de répondre à vos éventuelles questions ou remarques. Merci. Merci, Madame Salamero. C'était fort intéressant. On en a appris un petit peu plus dans cette discipline que pourrait être, que vous avez identifiée comme le yoga. Alors, j'inviterai nos personnes invitées
qui ont assisté à la conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la discussion, donc le chat qui est associé à Zoom, ou lever la main aussi avec les outils de réaction de Zoom, et je pourrai à ce moment-là vous donner la parole pour interroger Mme Salamero. Alors, questions, commentaires. Alors, on a ici une première question que vous avez certainement vue qui nous dit comment avez-vous procédé aux observations in situ? En proposant tout d'abord aux différents professionnels qu'on a contactés de venir les rencontrer sur leur lieu de travail. Alors ça, c'est notamment du point de vue, ça a été plus saillant du point de vue de l'enquête sur les viticulteurs et sur les dirigeants. Systématiquement, on s'est déplacé pour aller à la rencontre de ces professionnels et on en a profité pour visiter leur lieu de travail, prendre un certain nombre de photos, parfois les observer si on venait en amont faire, notamment chez les dirigeants de structures équestres. Voilà, c'est quelque chose qui a été négocié et qui paraît important parce qu'effectivement, ce mécanisme d'euphémisation, parfois, c'est difficile de tenir et de compter uniquement sur les discours que peuvent en tout cas, dont nous font part les personnes qu'on interroge, notamment sur leurs pratiques professionnelles, sur les choses qui paraissent pénibles, pas pénibles. C'est plus facile, en tout cas, de prendre appui sur ce qu'on a observé, qui peut nous étonner, et de favoriser ensuite les échanges sur des situations réelles qu'on a pu, en tout cas, voir, ou sur, sur les équipements de travail qu'on a pu constater, etc., etc. Donc ça paraît un préalable important, justement, pour favoriser chez des catégories de professionnels qui ont incorporé parfois des modes opératoires de manière assez profonde et qui n'en ont pas, enfin voilà, de favoriser un peu la réflexivité par la confrontation à des situations réelles. Chez les enseignants, on a négocié, puisque là il y a la question des élèves et des autorisations, il faut passer par la voie hiérarchique, c'est différent. Donc là, il faut faire un petit dossier où on présente la recherche, où on demande des autorisations de participation à une enquête en milieu scolaire. Donc là, les élèves, les parents des élèves sont libres d'y participer ou non. Donc généralement, on fait des observations d'ensemble si tous les élèves ne sont pas d'accord pour y participer, enfin si les parents émettent des résistances, et on n'interroge que ceux qui ont souhaité participer à l'enquête. Voilà. Il y a une autre question. Comment expliquer que la passion tempère la pénibilité du travail? Comment expliquer que la passion tempère la pénibilité du travail? Il y a des extraits effectivement qui étaient assez explicites sur ce point, c'est-à-dire que avoir la chance, c'est comme ça qu'il exprime, avoir la chance d'exercer un métier qui nous passionnait, parce qu'il faut bien voir quand même ce registre de la passion, il est très fort à l'entrée dans le métier, puis au fur et à mesure, il s'érode justement par rapport aux effets de ses pénibilités. Donc, effectivement, les éléments de pénibilité, ils vont être dans un premier abord, en tout cas, masqués ou en tout cas tout de suite mis à distance par ce registre vocationnel. Voilà, j'ai la chance de faire le métier que j'avais envie de faire, c'est ma passion, etc., etc. Donc, effectivement, ça peut expliquer qu'ils ont s'estimer chanceux, on ne va pas se plaindre de ce qu'on a. Par contre, effectivement, si on gratte un peu plus, entre guillemets, au cours des entretiens, on voit bien qu'au bout d'un moment, ce registre vocationnel, où à certains moments, il va tomber et il va permettre de soulever des pénibilités quand même réelles, perçues, vécues, qui sont réelles pour ces travailleurs. Voilà. Merci. Que représente le capital symbolique? Oui, le capital symbolique, c'est le fait d'être reconnu par les autres avoir une valeur. Le capital symbolique, c'est la valeur que nous accordent les autres. Donc souvent, c'est un terme bourdieusien. C'est finalement la reconnaissance d'une ressource
particulière par les autres, ça se transforme en capital symbolique. Donc, effectivement, dès lors qu'on bénéficie d'un capital symbolique, c'est par exemple qu'on est reconnu comme un expert de l'éducation et que là, on peut, ça, j'ai pas eu le temps de l'exposer, mais un mécanisme assez courant de travail de santé chez les dirigeants équestres, c'est de se réserver la clientèle la plus spéciale, enfin, qui a un niveau d'équitation la plus haute, et donc qui est en nombre plus réduit, et donc qui permet aussi d'agir sur ce capital symbolique, c'est-à-dire qu'on est, on est reconnu comme un expert de l'équitation, par exemple. On a un autre exemple aussi, c'est le nombre de compétitions qu'on a gagnées agit sur ce capital symbolique. Alors, une autre intervention, quelqu'un qui s'est joint à nous un petit peu plus tard dans votre conférence, puis demandait si vous aviez défini les individus attention. Alors, je ne sais pas à quoi ça renvoie, les individus, attention. Donc, soit je parle, moi, en tout cas, pour renvoyer je parle soit d'enquêtés, soit de professionnels et d'individus ou d'acteurs, mais il ne me semble pas que j'ai eu employé ce mot individu, attention. En tout cas, je ne sais pas à quoi ça renvoie pour vous. Alors, je donne la parole à la personne qui vous a posé la question. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, j'apprécie votre vocabulaire. En général, ça me semble assez précis et pointer des vrais nœuds dans les enjeux qui sont abordés, mais j'ai manqué une grande partie de la présentation, mais vous avez à la toute fin présenté le concept d'individu, barre oblique ou trait d'union, attention, dans votre dernière diapo. Et donc, est-ce que vous faites une adéquation entre mise en jeu de la sensibilité dans l'expérience de travail et attention? Est-ce que l'attention est une espèce de médiateur de la relation au corps ou est-ce que ça a rapport avec une quantité de temps de disponibilité? Non, en fait, c'est juste un effet de présentation de la slide. En fait, là, ce que j'ai marqué à la fin, ça concerne ce que vous dites, ça renvoie à, il y a des changements politiques et institutionnels qui participent au processus de vulnérabilisation des individus. Puis là, j'ai mis une barre et c'est une autre phrase, ce qui implique effectivement de porter attention spécifique aux phases de transition que peuvent vivre les individus et finalement ça encourage un accompagnement de ces phases de transition. C'est pas un concept individu action. Attention, c'était juste deux phrases qui se collaient. Voilà. Merci. Pas de souci. Alors, si vous avez... oui, Madame Stoloff, si vous voulez prendre la parole. Oui. En fait, j'avais encore une question. Merci pour cette présentation. J'étais vraiment tout oui tout le long parce que c'est tellement un langage nouveau pour moi et différent. Mais quelque chose qui m'a marqué, et j'ai l'impression que c'est transversal, mais enfin, j'ai besoin peut-être de précision, c'est surtout cette idée d'extensification. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve, peu importe ceux qui sont interrogés et l'origine de leur profession, ou est-ce que c'était plus spécifique à l'un ou l'autre des cycles? Oui. Ce processus d'extensification, c'est-à-dire quand le travail il déborde du cadre formel, de son cadre formel, donc dans le hors-travail notamment, c'est sûr que là, par rapport aux personnes que j'ai interrogées, quand on a affaire à des petits entrepreneurs, c'est très très fréquent. Enfin, les frontières travail hors travail, elles sont floutées, extrêmement floutées. Et deuxièmement, quand on interroge des personnes qui se disent passionnés par le travail, c'est assez caractéristique aussi. Donc, si j'avais interrogé des salariés de bureau, effectivement, ce processus d'extensification, il peut être présent, mais dans des proportions beaucoup moindres. Voilà, donc là, c'est vraiment une spécificité aussi des catégories de professionnels que j'ai interrogés. Et là encore, moi, là, effectivement, j'interroge très souvent, très régulièrement, des personnes qui sont engagées dans leur travail par vocation, par passion. Et donc là, les risques de débordement du travail, ils sont quand même plus forts. Voilà. Ils sont présents et plus forts. Je donnerai la parole maintenant à M. Marcoux. Oui, je me permets de poser une question, même si vous avez probablement abordé la chose, mais comme c'était plus sous l'angle du yoga, peut-être pas. Est-ce que le yoga s'impose justement comme une solution aux problèmes de posture qui sont
de type à entraîner des douleurs chroniques comme la station debout tout simplement pour un enseignant? Est-ce que le fait de bouger beaucoup pour susciter l'interaction en faisant des allers-retours devant la classe peut être une solution déjà à cette problématique-là? Et par rapport au travail à distance dans l'enseignement, évidemment, il y a plus de Mm, posture assise, mais enfin, l'immobilité est-elle un facteur de mm. pénibilité? Alors, c'est vrai que ça n'a pas été évoqué par les enseignants qu'on a rencontrés, cette question de la sédentarité dans le travail, en fait, hein, et des problèmes enfin, en tout cas, de posture assise ou de posture debout prolongée. Ça a été assez peu évoqué et le yoga n'a pas été présenté comme un recours par rapport à ça. Donc, c'est plus vraiment sur le volet émotionnel et aussi sur la question des valeurs et du temps de travail. C'est vraiment ces trois dimensions qui sont très manifestes dans les résultats et les propos qu'on a recueillis. Néanmoins, on peut penser, dans tous les cas, que alors, c'est plutôt, enfin voilà, sur cette question, il présente pas le yoga comme une manière d'agir sur la mobilité. Alors ça peut effectivement travailler les postures pour eux-mêmes, mais voilà, je sais pas trop quoi répondre, mais effectivement, nous, l'enseignement à distance, il s'est pas renforcé en France quand je dis nous, il s'est pas renforcé en France suite à la pandémie. C'était vraiment sur la période de la pandémie qu'il y avait des cours en distanciel éventuellement. Donc, c'est pas un problème, en tout cas, chez les enseignants qu'on a interrogés. Cette sédentarité au travail, elle est pas facteur de pénibilité, en tout cas explicite. Voilà. Mais Merci. il y a plein de travaux qui montrent que le yoga, en tout cas, déjà pour soi, agit sur la colonne vertébrale et donc peut résoudre un certain nombre de problèmes. Mais c'est vrai que ça n'a pas été présenté comme ça chez les enseignants qu'on a interrogés. Mm. Et la station debout elle-même non plus n'est pas considérée comme un facteur déterminant, là. Non, 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 non. D'accord, merci. Mm. Nous avons une autre question dans le clavardage. Existe-t-il un lien entre la supportabilité et l'acceptabilité lorsqu'on parle de soutenabilité du travail? Mm. Euh, Alors, est-ce qu'il existe un lien? Oui, puisque ce qui est rendu enfin, le supportable aussi, il est plus ou moins acceptable selon les individus. C'est-à-dire que finalement, il y a plusieurs strates qui vont agir sur ce caractère acceptable, mais effectivement, chaque individu va pouvoir endurer ou définir à partir de sa subjectivité ce qui lui paraît supportable ou non, physiquement, mentalement, à l'aune aussi de ses propres valeurs. Donc, c'est bien deux dimensions qui discutent hein, sans cesse, hein, bien entendu. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des normes, enfin, il y a des cultures professionnelles qui vont, notamment bah, chez les agriculteurs, hein, qui vont renforcer un peu ce qu'on appelle le dur au mal chez nous. C'est-à-dire le fait de pouvoir endurer physiquement des travaux, des conditions météorologiques que d'autres travailleurs ne supporteraient pas. Voilà. Donc, c'est des effets de socialisation qui vont façonner ce caractère acceptable. Voilà. Et qui vont agir sur ce qu'on peut endurer. Mm. En tout cas, le sociologue va définir les choses ainsi. Mm. Mm. Merci pour cette réponse. Nous n'avons pas d'autres questions d'intervention. On ne peut que vous remercier encore une fois de cette conférence, de cette présentation, ce qui était fort intéressant. Et ben, je vous inviterai à partager auprès des collègues justement le lien avec la conférence qui sera disponible en enregistrement. On a une toute petite question avant de terminer. Donc, avez-vous donné une lecture incontournable pour commencer? Ah. Alors, en fait, à la fin de mon diaporama, j'avais listé les articles dont sont issus, enfin, une partie des articles, en tout cas, qui parlent des travaux que j'ai exposés aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je peux les communiquer ou peut-être, voilà. C'est des articles qui sont accessibles normalement. Alors, nous, on a des bouquets qui permettent l'accès, enfin, au niveau universitaire, qui permettent des abonnements
Voilà. Donc, je peux tout à fait, effectivement, diffuser les articles qui sont parus déjà, qui parlent de ces travaux que je viens d'exposer. Alors, peut-être vous, ça vous intéresse davantage sur la question de l'enseignement et du yoga, mais voilà, je Voilà. peux en tout cas diffuser aussi les autres. D'accord, ben merci. Vous pourrez me les faire suivre, puis je pourrais peut-être les Oui, acheminer par courriel aux personnes intéressées. Alors, d'accord. merci encore une fois, Madame Salamero, pour cette conférence fort intéressante et merci Mm, d'avoir contribué à la diffusion scientifique de notre centre de recherche. Merci encore Merci à vous. vraiment. Mhm. Merci. Au Merci Pour revoir. le... beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Au revoir.